La médecine est mouvement. C'est une expression que l'on entend souvent, une expression qui sous-tend plusieurs aspects au premier abord. D'abord, que la relation thérapeutique elle-même est un échange dynamique entre le soignant et le soigné. Un échange qui est illustré par le jeu des questions et des réponses au début. Ensuite, cela signifie que l'acte thérapeutique induit un mouvement chez le patient. Sous-entendu, ce mouvement va le conduire vers la guérison. Il apparaît également que la médecine ayant affaire au vivant, elle se doit d'être mouvante dans sa mise en œuvre parce que le vivant est, par définition, mouvant. En quoi cette affirmation est-elle pertinente pour la médecine traditionnelle chinoise? D'emblée, une question. S'il y a mouvement, qu'est-ce qui est en mouvement? Et son corollaire immédiat, s'il y a mouvement, par rapport à quoi ce qui se meut est-il en mouvement? Plus précisément, s'il y a un mouvement, est-ce que ce mouvement est régulier ou bien ne l'est pas? Est-ce que ce mouvement connaît des cycles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ce mouvement? Quelque chose qui le contrôle? Ce contrôle est-il volontaire ou involontaire? Et puis, si l'on suit la pensée chinoise classique, il ne peut être question de réfléchir le mouvement dans son aspect absolu. Le mouvement doit être corrélé à une autre notion, en dehors du non-mouvement, qui le constituerait dans un couple. Et donc, quel est à ce moment-là l'autre versant du mouvement? Pour introduire le sujet, nous pouvons citer une phrase de Chuang-Tzu qui nous dit la vie est réunion des souffles, les souffles réunis, alors c'est la vie, les souffles séparés, alors c'est la mort. C'est-à-dire qu'on a un double mouvement ici, un mouvement d'assemblage, Zhu, et un mouvement de séparation qui se dit San. Et Zhu San sont donc s'assembler et se séparer. Ce souffle Qi, nous le retrouvons en lien avec la vie au premier chapitre du Huinanzi, où il nous est dit « Le corps est lieu de la vie, le souffle est origine de la vie, et l'esprit est maître de la vie. » Et on voit donc cette vie qui est définie comme étant une réunion de souffles. Le souffle est alors à l'origine de cette vie. Voyons maintenant ce que la langue chinoise dit sur le mouvement. Le mouvement en chinois se dit tong et s'écrit donc comme ça. Et dans cet idéogramme, il y a deux parties. La partie de gauche se dit chong quand elle est isolée et elle désigne ce qui est lourd, ce qui est pesant, et également ce qui se répète, ce qui se réitère. La partie de droite, quand elle est isolée, se dit li et représente la force, représente la vigueur. C'est-à-dire que le mouvement est la force du lourd. On a également l'idée d'une force qui se répète, une force qui se réitère. Le mouvement est donc, dans la langue chinoise, le lourd qui passe en force. On peut se demander quel est le corollaire de cette force du lourd. Est-ce que ce serait la faiblesse du léger, le léger qui passe en souplesse? Nous allons donc voir ce qui est en mouvement, ce qui ne l'est pas, et nous finirons en analysant le mouvement dans son aspect relatif, c'est-à-dire envisager le mouvement en tant qu'élément d'un couple. Ce qui est en mouvement. Eh bien, tout le monde pense au chi, et tout le monde a raison, mais en partie seulement, comme nous allons le voir. Alors précisons d'abord les conditions du mouvement du chi. À quoi sert ce mouvement du chi? On nous dit, dans le Nanjing au chapitre 8, on trouve ce texte. Les souffles sont l'enracinement et la racine des humains. Quand cet enracinement s'interrompt, les tiges et les feuilles se dessèchent. Ceci pour confirmer que la présence du chi, la présence des souffles, est primordiale au fonctionnement de la vie. Le chi est la racine de la vie, son origine, et si son enracinement s'épuise, alors la vie disparaît. Et à de nombreuses reprises dans le Nanjing, dans le livre des difficultés, nous trouvons cette phrase
qui se dit Yo Tong Chi, c'est-à-dire le Qi est en mouvement, il y a un mouvement du Qi. Cela confirme que c'est le Qi qui bouge dans le corps. Mais on trouve également dans le corps la présence du sang, qui lui aussi accompagne le souffle, comme par exemple au chapitre 78 du Sowen, où on nous dit « Le Yang Ming a beaucoup de sang et beaucoup de souffle, le Tai Yang a beaucoup de sang et peu de souffle, etc. » Ça veut dire que le sang ne circule pas seulement dans les vaisseaux sanguins, il est aussi présent dans les mailles, dans les méridiens. Il ne faut pas oublier dans notre réflexion que le Qi est partout. Il est bien sûr plus facilement atteignable et on peut intervenir dessus au niveau des Qingluo. Le mouvement du Qi est à envisager comme du plein qui se déplace dans du plein. Ça évoque l'idéogramme Tong, l'idéogramme du mouvement que nous venons de voir, la force du lourd, car il faut une sacrée dose de force pour faire bouger du lourd, du plein dans du plein. Nous pouvons nous en faire une bonne image en pensant à notre circulation sanguine décrite à l'occidental. En effet, le sang qui circule dans nos artères et dans nos veines ne connaît pas d'endroit vide. S'il connaissait un endroit vide, alors ça ferait une embolie. Donc, le sang circule dans notre système vasculaire sous l'image du plein dans du plein. Il en va de même pour le Qi. Nul endroit où le Qi ne soit pas. Et nous comprenons mieux alors le phénomène des marées hautes dans les méridiens principaux au cours des 24 heures. On observe là un rythme régulier durant le nyctémère. Chaque méridien principal, vous le savez, connaît 2 heures de marée haute par 24 heures. L'ordre de succession est immuable, poumons, grands intestins, estomac, rate, etc. Et ces marées hautes n'empêchent en rien le mouvement du Qi de se faire en permanence dans tout le corps. C'est simplement une concentration relative plus importante de Qi qui se trouve dans telle ou telle maille durant 2 heures. Et en même temps, on a un autre cycle qui se déroule durant ces 24 heures, un autre cycle qui est décrit au Nanqing 30, mais également au Lingshu 18, où on nous dit que le nutritif circule au sein des mailles, le défensif circule à l'extérieur des mailles. Le nutritif fait des circumductions sans cesser, 50 fois, et revient à la grande réunion, Tarhe. Yin et Yang s'enfilent comme un anneau sans fin. Voilà pourquoi on sait que Zhong et Wei, l'énergie nutritive et l'énergie défensive, se suivent mutuellement. Ce souffle nourricier, que l'on appelle donc le Rong-Qi, Ying-Qi, il fait 50 tours dans le corps durant 24 heures. Et il n'en reste pas moins du Qi. C'est la qualité spécifiée du Qi dont on nous parle. Et on nous précise qu'il circule dans les mailles. Alors que ce qui circule en dehors, c'est le défensif, c'est-à-dire Wei Qi. Et on nous précise également dans d'autres textes que le souffle nourricier qui fait 50 tours en une journée et en une nuit sert à nourrir le Qing des 5 organes. Alors que Wei Qi, le souffle défensif, parcourt 25 fois le yin et 25 fois le yang. Il circule donc dans le yin pendant 25 tours, c'est ce qui est précisé au Lingshu 18, et dans le yang pendant 25 tours. Et vous savez que quand le souffle Wei Qi arrive au niveau des yeux, les yeux s'ouvrent et l'homme se lève. Quand il arrive dans le yin, les yeux se ferment et l'homme s'endort. Et nous avons ici une référence absolument explicite au méridien curieux Tiao, le Yang Tiao et le Ying Tiao. Et ces deux méridiens extraordinaires, ces deux méridiens curieux, ont d'ailleurs des termes particuliers pour désigner la circulation du Qi à l'intérieur. Et comme il est dit dans le Nanqing 29, on nous dit « Quand la maladie est au yin tiao, le yang ralentit et le yin se presse. La maladie est au yang tiao, alors le yin ralentit et le yang se presse. » Et on a là deux idéogrammes, Huan et Ti. Huan qui veut dire tarder, lent, et Ti qui veut dire vite, se presser. Et ces deux termes, on ne les retrouve que
dans ces deux méridiens extraordinaires, les Qiao. Dans les autres méridiens, on parle de vide et on parle de plein. Ces Qiao sont donc, par ces termes-là, on nous souligne pour ces méridiens leur relation au temps, avec la gestion du temps dans l'homme, et donc le lien qu'ils ont avec le sommeil et avec la veille. Encore une fois, c'est en relation directe avec le mouvement du Qi. Il existe également un cycle de circulation beaucoup plus long. Comme vous le savez tous, il y a le cycle annuel selon les 5 saisons. Au printemps, par exemple, nous avons une marée de Qi, différente de la marée quotidienne, qui va occuper tout le secteur oriental et qui va retentir sur l'orbe du foie, avec toutes les résonances qui en découlent. Et puis ce sera le tour de l'été, etc. Nous savons également que sont présentes, selon certains lieux du corps, des variations de la circulation du Qi. Ces lieux, ce sont les points dits shu antiques, tels qu'ils sont décrits au Nansing 68 par exemple, où on nous dit que cela sort au point Ting, cela s'écoule au point Zhong, cela se déverse puissamment au point Shu, cela circule régulièrement au point Ting et cela rentre au point He. Et vous voyez alors comme le mouvement du Qi est différent selon les différents lieux. Il sort, il s'écoule, il se déverse, il rentre. Tous ces termes pour décrire le mouvement du Qi sont des termes en relation avec l'hydraulique. Et chaque mouvement du Qi est comparé à un puits, à un ruisseau, à une rivière. Nous avons ici, dans la diapositive suivante, le schéma qui nous montre le lien, le mouvement du Qi pour les méridiens yin au niveau du membre supérieur. Ça suit donc Qing Yang Yu King He. Et ensuite, le Qi va en profondeur au point He. Vous savez que c'est l'inverse, bien entendu, pour les méridiens Yang, qui arrivent, où le Qi arrive en surface au niveau du point He. Et donc, avec ces spécificités du mouvement du Qi au niveau des points Shu, eh bien, on a une relation entre la superficie et la profondeur. Et vous savez que ces qualités du mouvement du Qi sont en relation avec le cycle des 5 agirs, avec les Wuxing, et ce qui nous permet de les utiliser en thérapeutique, comme c'est expliqué au Nansing 22, où on nous dit Ying Er Tuo, c'est aller à la rencontre, et Sui Er Ti, c'est poursuivre, pour soutenir par l'intendance. On nous dit que les mailles, les méridiens ont Shetong, c'est-à-dire ce qui pulse, et ils ont Shuosheng, c'est-à-dire là où ça s'engendre, la maladie s'engendre. Et le livre dit que Shetong, l'ébranlement, ce sont les souffles, alors que Shuosheng, et alors c'est le sang. Et on a là donc une différence de symptomatologie, on pourrait dire, entre une atteinte du Qi et une atteinte du sang. Et on nous dit, quand le pervers est dans les souffles, alors cela fait Shetong, c'est-à-dire il y a quelque chose qui pulse. Alors que quand le pervers est rentré et que le Qi défensif n'a pas fait son travail, alors le pervers va aller dans le sang et cela fait Shuosheng, c'est-à-dire l'endroit où naît la maladie. Et on retrouve d'ailleurs les symptômes de Shetong et de Shuosheng au niveau du chapitre 10 du Ling Shu. Vous pourrez aller voir cela pour les 5 Tsang et les Sifu. Et donc, on a également, je vous ai mis cette diapositive sur la tonification et la dispersion. Si on pique l'aiguille donc en fonction du courant ou bien à contre-courant. Et je ne parle pas ici de l'importance, bien entendu, de la respiration au moment de la piqûre, qui elle aussi, respiration, intervient sur le mouvement du Qi et le mouvement du sang. Alors à ce point de notre exposé, nous pourrions avoir une représentation du mouvement du Qi dans le corps qui serait comparable au mouvement de l'eau.
si l'on fait abstraction des différentes qualités du chi. Seulement, il n'y a pas que le chi et le sang qui sont en mouvement dans notre corps. Il y a également d'autres causes qui retentissent sur ces mouvements et qui les influencent. Ainsi, on va trouver dans la diapositive au chapitre 8 du Ling Shu ces deux phrases. Ce qui suit Shen, l'esprit, dans les allées et les venues, se nomme Run. Et ce qui, avec Ting, fait les sorties et les entrées, se nomme Pro. C'est-à-dire que l'on a un mouvement de quelque chose que l'on appelle le Run et qui fait des allées et des venues avec Shen. On a également quelque chose qui se dénomme Pro et qui fait les sorties et les rentrées. Et ces processus de aller et venue, que l'on dit Wang Lai en chinois, et d'entrée et de sortie, sont des références directes au taoïsme, au mouvement du Tao, le mouvement du Tao qui est dit au chapitre 40 du Lao Tse, retour, c'est le mouvement de la voix, c'est-à-dire la voix va et la voix revient. Et à plusieurs reprises dans le Yi Ting, dans le livre des changements, également on va trouver des significations sur cet aller et ce retour. On trouve également au chapitre 50 du Lao Tse, on trouve également la phrase « on sort, c'est la vie, on rentre, c'est la mort ». Et donc ces termes de sortir, shu, et rentrer, jou, que l'on trouve en rapport avec le pro, qui fait cela avec le ting, avec l'essence, eh bien, c'est en rapport direct donc avec le taoïsme, tel que c'est décrit dans le Lao Tse au chapitre 50. Et on a donc ces deux notions qui sont le Run et le Pro, qui font des mouvements. À la diapositive suivante, on trouve que dans le foie, les Runs demeurent. Les Runs habitent dans les yeux durant le jour et résident dans le foie durant la nuit. Habitent-ils dans les yeux? On voit. Résident-ils dans le foie? On rêve. C'est dans le secret de la fleur d'or. Et puis également, on va trouver dans les traductions du Sowen que les rêves sont communion à la réalité qui me porte et qui me fait. C'est un commentaire d'Elisabeth Rochat de la Vallée et du Père Lard. Et également, esprit et Run sont le pivot de la santé. Alors les Runs sont en relation avec les rêves, et le contenu des rêves pour les taoïstes n'est rien d'autre que les allées et les retours du Run avec Shen durant le sommeil. Ce qui signifie que dans notre corps, nous avons des entités qui sont affectées par le mouvement et qui sont au-delà du chi, qui ne sont pas du chi, qui ne sont pas du sang. Et ne me demandez pas de quoi sont faits Run, de quoi est fait Pro et de quoi est fait Shen. Néanmoins, nous avons également d'autres causes non physiques, non mesurables, qui vont être responsables de certains mouvements en nous. Et on va trouver ça, en particulier, dans le Ling Shu 8, toujours, à propos du foie, par exemple. Dans le foie, on nous dit quand le chagrin et la tristesse sont en mouvement en dedans, cela blesse le Run. Quand le Run est blessé, alors c'est la folie extravagante, Kwang. On manque d'essence, Ting. Et quand on manque d'essence, alors on est impuissant. Et vous voyez deux sentiments, le chagrin et la tristesse, qui sont en mouvement au centre, c'est-à-dire en dedans. Leur mouvement affecte le Run, et ça va entraîner des conséquences fort dommageables, des symptômes bruyants, des symptômes gênants. Et nous savons également par le Sowen 39 que les sentiments peuvent altérer également le mouvement du chi. Où on nous dit dans ce Sowen 39, la colère fait refluer le chi, la joie relâche le chi, la tristesse le dissout, la crainte l'abat, le froid le rétracte, la chaleur le fait fuir, l'affolement le trouble, le surmenage le gaspille, la réflexion le noue.
Nous avons ici 7 sentiments et 2 climats, le froid et la chaleur. Et tous ont une action sur le chi et en particulier sur son mouvement. La colère le fait monter, shang. La peur le fait descendre, xia. L'action climatique le fait se rétracter par le froid, se fait dilater par le chaud. Et les autres sentiments vont faire varier sa concentration. Et va le faire fuir, va le troubler, le gaspiller. Il y a donc des notions non palpables, non mesurables, qui ont une influence importante sur le mouvement du chi. Mais, pour dire que quelque chose est en mouvement, il faut un référent. Il faut quelque chose qui n'est pas en mouvement. On peut alors juger du mouvement de ce qui bouge par rapport à cette référence fixe. S'il y a mouvement en nous du chi, du sang, du run, du pro, des sentiments, cela se fait par rapport à du non-mouvant. Et donc, quel est donc ce non-mouvant en nous? Qu'est-ce qui en nous n'est pas affecté par le mouvement? Et nous allons donc voir à présent ce qui ne se meut pas, ce qui est intangible. Il y avait en 226 jusqu'en 249 un jeune homme nommé Wang Pi, et il a vécu donc 23 ans. Et durant sa courte vie, il a eu le temps de commenter le Lao Tse et le Yi Ting, le livre des changements. Et ces commentaires font encore autorité aujourd'hui. Et il s'est beaucoup intéressé au changement, et par là même au non-changeant, à ce qui est la racine des mouvements, la racine des changements. Et il parle dans ses écrits de Putong Xin, c'est-à-dire le cœur non mouvant. Et il définit ainsi l'esprit inébranlable, même sous l'effet de pression extérieure ou intérieure. Et là, on rencontre le cœur, qui est le lieu donc où réside le chêne, et l'on retrouve au chapitre 8 du Ling Shu, en acupuncture, toute méthode doit d'abord s'enraciner aux esprits, c'est-à-dire à chêne. Et l'importance vitale du chêne en nous est précisée également au Ling Shu 54, où il est dit « Perdre le chêne, c'est la mort. Conserver le chêne, c'est la vie. » Et là, vous remarquerez la différence qu'il y a avec le chi. Le chi se rassemble, comme on l'a vu tout à l'heure, ou il se sépare. Alors qu'ici, c'est un problème de présence ou un problème d'absence. Ce n'est pas une réunion ou un assemblage. C'est soit l'obtention du chêne, c'est l'idéogramme te, c'est le même idéogramme que l'on utilise pour dire te chi. Obtenir le chi quand on pique un point d'acupuncture, c'est acquérir. Et puis on a che qui est la perte, qui est quelque chose qui disparaît et qui n'est plus là, une absence. Que nous disent d'autres les textes à propos de chêne, de cet esprit si fondamental que s'il est absent, cela entraîne la mort? Eh bien, on trouve au Sowen 54, avant tout, rectifiez vos esprits, chêne, car c'est le regard que vous portez sur le patient qui appelle la régulation de ses esprits, c'est-à-dire son chêne. Et vous ferez ainsi circuler les souffles avec aisance. Vous voyez que donc on a un lien direct entre la circulation des souffles du chi avec la rectification du chêne. Et il circule ces chi, ces souffles avec aisance. Et aisance, c'est l'idéogramme Yi qui nomme le livre des changements, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Yi Ting, le livre des changements. Et justement, dans ce grand commentaire du Yi Ting, du livre des changements, on nous dit « Connaître la voie des changements et transformations, c'est connaître comment agit l'esprit. » C'est-à-dire que si l'on est à même de saisir le sens des changements et transformations de ce qu'on appelle Pian Hua en chinois, et qui désigne tous les mouvements possibles du Qi dans notre corps, alors on connaîtra le moyen qu'utilise l'esprit. Cet esprit, par définition, échappe
au yin-yang, comme cela est précisé dans le grand commentaire du I Ching, mais également au chapitre 66 du Sowen. C'est la même phrase qui dit « Ce qui n'est pas mesurable par le yin-yang se nomme l'esprit, Shen ». Et quelle image on pourrait présenter pour parler de ce yin-yang par rapport au Shen, ce yin-yang qui ne peut pas mesurer le Shen tellement le Shen est profond. Eh bien, imaginez un bocal avec deux poissons qui nagent à l'intérieur, le yin et le yang, et ils jouent, ils discutent, ils se reposent, ils entretiennent des relations dans le bocal à poissons. Eh bien, aucun de ces deux poissons ne peut concevoir, ne peut imaginer la main qui leur jette des petites graines pour les nourrir à la surface de l'eau. Et ils ne peuvent pas imaginer l'existence de la main qui, de temps en temps, nettoie le bocal. La main est de l'ordre du chêne, quand le yin-yang est bien entendu de l'ordre des poissons. Et le yin-yang est l'outil qui nous permet de parler du qi. Au Sowen 15, on nous confirme que tout mouvement vital, du plus physique au plus subtil, dépend de la rotation toujours progressante des esprits, c'est-à-dire du chêne. Les chênes impriment tout mouvement et tournent, mais sans régression, et jamais deux fois ne se représente la même situation, qu'elle soit normale ou pathologique. C'est-à-dire que tous les mouvements de toutes les substances en mouvement dans notre corps dépendent de la rotation des esprits, de la rotation du chêne. La rotation, c'est un terme qui traduit bien ce que l'on disait tout à l'heure sur les allées et les retours. Ces allées et les retours qui sont définis ici comme étant quelque chose d'ascendant, puisque jamais ils ne se répètent. Et d'ailleurs, au Lingshu 27, on nous précise qu'un symptôme totalement banal, comme la douleur, eh bien la douleur est déjà un signe pour le chêne qui à ce moment-là va y répondre. C'est un repère, la douleur pour le chêne. Alors la question qui est maintenant, c'est comment l'esprit peut-il agir sur tous les mouvements? Comment peut-il être averti à tout moment de ce qui advient dans le corps? Est-ce qu'il a une place particulière? Un lieu de vigie à partir duquel il monte la garde? Eh bien non. La réponse à cela est une réponse un peu plus subtile que l'on trouve dans le grand commentaire du Lao Tzu, du livre des changements. L'esprit n'a pas de place. Wu Fang. Et le changement n'a pas de substance. C'est-à-dire que le chêne n'a pas de place déterminée, d'emplacement réservé. Il ne se cantonne pas à un lieu précis. Il est partout, à tout moment et en tout lieu. Et ceci est confirmé par un écrit taoïste, le Kuan Tzu, qui a été édité en -26, probablement d'après des écrits taoïstes qui dateraient de -600 environ. Et il dit la chose suivante, le Kuan Tzu. Voir les choses dans leur unité, savoir les transformer, voilà ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit, nul n'en connaît le terme. C'est-à-dire que l'on ne peut pas embrasser le chêne, le yin-yang ne peut pas embrasser la totalité du chêne, ne peut pas le sonder, parce qu'il est de l'ordre du un, il est de l'ordre de l'unité. L'un est au-delà des mots, il est au-delà de la dialectique qui apparaît avec le deux, comme cela est dit dans le Lao Tzu au chapitre 2, où on nous dit « Chacun de par le monde décrète le bon, et voici venir le mal ». Chacun de par le monde décrète le bien et le beau et voici venir le laid. L'existence du deux est postérieure à l'existence du un. Le deux existe à partir de la scission du un en lui-même. Et là, on a un penseur du XIe siècle qui s'appelle Chang Tsai, qui a vécu de 1020 à 1078. Et qui a repris cette notion du lien de chaîne avec le un. Et il dit, 1, alors c'est le chêne, 2, alors c'est le changement. Ceci confirme que pour la pensée chinoise, la notion d'unité primordiale, du un,
et de la dualité du deux qui en découle est resté étonnamment stable au cours des siècles. Ça confirme, avec d'autres mots, la prééminence du chêne par rapport à tout mouvement, puisque quand on parle de changement, on parle bien entendu de mouvement. Et justement, ce changement, qui est le terme qu'emploie le Yiting pour parler de l'animation de la vie, ce changement qui englobe dans son sens général tous les mouvements du Qi dans notre corps, est aussi défini dans les commentaires du livre des changements par les phrases suivantes. Le Yi, le changement, il est sans réflexion, il est sans intervention. Naturel au repos, il ne se meut pas. Putong, il influence. Ainsi, il pénètre totalement les causes sous le ciel. C'est-à-dire que si on regarde en détail, il ne pense pas, Wuse, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Il est sans intervention, il est Wu-Wei. Il est dans le non-intervenir, dans le non-agir, ce qui est en rapport avec l'unité pour les taoïstes, avec le un. Et on retrouve ici le non-mouvant, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas, ce qui ne se meut pas. On nous dit il est naturel au repos, il est par lui-même au repos, et Putong, il ne bouge pas. Et il influence, et c'est le verbe kan, qui veut dire percevoir, qui veut dire sentir, qui veut dire émotion. C'est de l'ordre donc du ressenti, de l'ordre de la perception. Et on retrouve un écho de cette façon d'agir dans le grand commentaire, toujours dans la partie 10 de la 5e L. Seul le chêne ainsi, sans se hâter et rapide, sans se mettre en route, parvient. L'esprit ne se met pas en route et pourtant il parvient, car il est partout, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il n'a pas de lieu déterminé. Il ne se dépêche pas, car étant partout, son action est rapide, son action est immédiate. Il n'a pas besoin de bouger. Et cela nous est précisé sur le plan médical par cet extrait du Sowen 54, du Sowen 9, excusez-moi. La vie s'enracine au cœur, là où les changements sont faits par l'esprit. Le cœur. L'empereur de notre royaume n'a pas besoin d'agir, il est. Il est racine de la vie, il est le lieu de prédilection du chêne, si l'on veut à tout prix définir un lieu où l'on peut plus facilement rencontrer le chêne. Et on va conclure cette partie par cette définition que nous donnent les commentaires du Yiting à propos du chêne, dans cette magnifique traduction de Catherine Despeux qui dit « Le chêne, c'est ce qui fait merveille dans les 10 000 êtres. » Et dans le Shintian, on trouve connaître une infime once de chêne, c'est parvenir au merveilleux. Et cet idéogramme qui est traduit par merveilleux dans cette phrase par Catherine Despeux représente une femme avec 4 grains de riz, quelque chose de très très petit. Et donc cette infime once de ce merveilleux va nous, de chêne va nous conduire au merveilleux. Et quand Catherine Despeux parle d'une infime once, elle emploie l'idéogramme Tsi, qui est représenté sur cette diapositive, que l'on appelle l'indice, que l'on appelle l'infime amorce, qui représente des gardes des frontières qui sont attentifs aux moindres mouvements. Et on nous dit, dans le grand commentaire, connaître les indices est du domaine de l'esprit, du chêne. Et on nous dit également, l'indice, c'est le subtil du mouvement. C'est-à-dire que c'est l'amorce du mouvement, ce qui le précède de si peu qu'on ne le remarque pas. Seul l'esprit le remarque. En ayant remarqué l'indice, il va mettre en mouvement. C'est de sa compétence. Et la mère Ina Bergeron, qui était une sœur dominicaine, qui a consacré toute sa vie intellectuelle à l'étude de Wang Pi, dont je vous parlais tout à l'heure,
qui a vécu au IIIe siècle, taoïste, eh bien, la mère Hénin Bergeron a écrit sa thèse de troisième cycle de doctorat de chinois sur Wang Pi et sur ses travaux, et elle disait de Qi, de cet indice, de cet infime moment, que c'est un moment tellement facile et tellement aisé que ni l'espace ni le temps n'en sont avertis. À présent, nous allons voir la dernière partie de mon exposé, qui est donc le mouvement en tant qu'élément relatif. C'est-à-dire quel est donc l'autre terme du couple dont fait partie le mouvement. Est-ce que ce serait le non-mouvement? Non, bien sûr, ce serait beaucoup trop simple. Vous vous souvenez, je pense, de cette diapositive que je vous ai passée tout à l'heure. Un alors c'est le chêne, deux alors c'est le changement. C'est Chuang Tzu qui a dit ça au XIe siècle. Eh bien, Chuang Tzu continue sa présentation en précisant les choses. Il dit, le 1 donne le chêne, c'est comme un mouvement et une quiétude qui sont racines l'un pour l'autre. Voilà l'autre élément du couple, la quiétude. Nous avons ici donc ce couple dont fait partie le mouvement. Ce couple, c'est mouvement-quiétude. Et Chuang Tzu continue son argumentaire en présentant ce qu'est le deux, qu'il a mis en relation avec le changement. Il dit le deux donne le changement. Et il précise, c'est comme le mouvement à son extrême, alors c'est la quiétude. La quiétude à son extrême, alors c'est le retour du mouvement. Et on retrouve le mot retour, comme on parlait tout à l'heure des allées et des retours. C'est en lien direct avec le taoïsme, en lien direct avec la voie. Et cela signifie qu'il y a une alternance entre ces deux mouvements. Il y a, entre ces deux moments du couple, il y a un élément du couple qui arrive à son extrême, le mouvement arrive à son extrême, alors ça bascule dans la quiétude. Et puis la quiétude arrive à son extrême, alors le mouvement revient. Je pense que cela vous rappelle une notion que nous connaissons bien en acupuncture, que d'ailleurs Chuang Tzu souligne à sa façon, quand il dit « l'unité donne le chêne », on dit « un, c'est l'unité comme le principe du Tao », mais il a deux extrémités dont l'utilisation n'est pas la même. Et il explique quelles sont ces deux extrémités en disant « c'est comme le yin-yang. Au sein du yin, il y a du yang. Au sein du yang, il y a du yin. » Et il nous dit « le yang à son extrême engendre le yin. » On connaît tous cette alternance. Le yin à son extrême engendre le yang. Ainsi, la transformation du chêne ne connaît pas de fin. Donc il souligne à la fois l'alternance qu'il y a dans mouvement-quiétude, comparable à l'alternance du yin et du yang, et également il met en relation directe le mouvement avec le changement du chêne, qu'il qualifie de sans fin. Et pour bien enfoncer le clou, et afin qu'aucun doute ne subsiste, il compare alors les deux couples. Alors il dit d'abord, pas de fin au mouvement quiétude, c'est-à-dire au couple mouvement-quiétude, et pas de début au yin-yang. Et je vous propose une autre traduction ici, où on pourrait dire mouvement-quiétude sont sans fin, yin-yang sont sans commencement. Il n'utilise pas ici les idéogrammes comme ou par exemple, qui montrent souvent que l'on n'arrive pas à décrire précisément la situation. Il affirme sans aucun embâche, sans aucune hésitation, et il met en parallèle les deux couples, mouvement-quiétude et yin-yang. Et d'autre part, il souligne le lien de ces deux couples avec le temps, puisqu'il dit que mouvement-quiétude sont sans fin, quand yin-yang sont sans commencement. Et puis, Chuang Tzu est un gars têtu, alors il plante un autre clou, afin que nul ne puisse contester ce qu'il est en train de dire. Et il dit, le fait suprême se meut et engendre le yang. Le mouvement à son extrême, et c'est la quiétude, et c'est l'engendrement du yin. Et il précise, le mouvement
et alors cela engendre le yang. Le mouvement à son extrême, c'est la quiétude. La quiétude, et alors cela engendre le yin. La quiétude à son extrême, c'est le retour du mouvement. On a donc bien face à face le yang et le mouvement, le yin et la quiétude, chacun engendrant l'autre, et chaque élément du couple mouvement-quiétude arrivant à son extrême alterne avec l'autre. Ceci nous est confirmé sur le plan médical au Sowen 5, où on nous dit le yin est quiétude, le yang est agitation. On trouve également cette application du couple mouvement-quiétude, toujours dans Shangsai, où il nous dit un mouvement, une quiétude, c'est-à-dire le couple, c'est l'intervalle du ciel-terre. C'est la porte en chacun par laquelle on regarde et alors on retient ce que l'on a détaillé. C'est-à-dire que nous jouons, sans toujours le savoir, avec le mouvement et la quiétude quand nous sommes face à un patient. Et nous nous en servons comme une porte d'accès. Et cette porte est aussi en nous, et nous alternons les mouvements du qi sur le fond de la quiétude du shen. Alors qu'est-ce que représente la quiétude pour la pensée chinoise? Nous la connaissons surtout par son absence, dans sa forme habituelle que l'on appelle l'inquiétude. Que nous dit l'idéogramme de la quiétude? Qing. Eh bien, on nous dit, à gauche, c'est la couleur bleu-vert des plantes, c'est le bleu du ciel, la couleur du printemps. À droite, on a deux mains qui s'affairent pour purifier l'esprit, pour purifier le shen. C'est-à-dire que la quiétude, dans la langue chinoise, qui se dit Qing, c'est deux mains qui purifient le shen pour, à l'image de la couleur et du développement du printemps. Cet idéogramme signifie également le silence, le calme, la tranquillité. Et si l'on regarde les textes fondateurs du taoïsme à propos de la quiétude, on va trouver ça chez Chuang-Tzu au chapitre 13. On nous dit l'eau quiète, l'eau dans la quiétude, est si brillante qu'elle reflète les poils de la barbe et des sourcils avec la plus parfaite exactitude. Elle est si unie qu'elle peut fournir le niveau au maître charpentier. Si une eau quiète est réfléchissante, c'est-à-dire qu'elle réfléchit le monde, à plus forte raison en sera-t-il ainsi pour l'esprit, le shen. C'est-à-dire que l'application de cette quiétude au shen montre qu'alors le shen va pouvoir réfléchir le monde. A contrario, cela veut dire que l'eau mouvante, l'eau en mouvement, l'eau agitée, va perdre cette capacité de réfléchir le monde. Et il donne une autre citation intéressante au chapitre 33 du Chuang-Tzu. On nous dit dans le mouvement comme l'eau, dans la quiétude comme un miroir, dans la réponse comme un écho. C'est-à-dire que le mouvement que l'on fait doit être comme l'eau. Contourner les obstacles, suivre la moindre pente, prendre la forme du moindre contenant, ne jamais s'opposer. À propos de cette eau, d'ailleurs, Lao Tse, au chapitre 78, dit « Le vide en elle la fait changeante ». Elle est vide en elle parce qu'elle n'impose rien, elle se plie à tout. C'est-à-dire que la quiétude est un état qui reflète fidèlement le monde, qui ne le déforme en rien, qui, là encore, n'impose rien. Wu-wei. C'est-à-dire que la réponse à ce que le monde nous propose, à ce que le patient nous propose, doit être comme un écho, c'est-à-dire ne rien ajouter ou ne rien soustraire. Et toujours dans le Chuang-Tzu, au chapitre 13, on nous dit « Le vide mène à la quiétude mène au mouvement, le mouvement mène à s'accorder, la quiétude mène au non-intervenir, et le non-intervenir mène à remplir la fonction et tenir la charge. » Et là, on a une cascade typiquement chinoise, où le dernier terme d'une proposition est repris dans le premier terme de la proposition suivante. Tout part du vide. Je ne développerai pas cette notion ici parce que ce serait beaucoup trop long.
Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la quiétude provient du vide. Et le mouvement naît de la quiétude. Pour que le mouvement naisse, il faut d'abord cet état de quiétude. C'est le préalable. La quiétude, qui est aussi silence, sera alors contraposée au mouvement qui, lui, sera les mots, ce que l'on dit. Les mots que l'on dit reposent sur le tapis du silence. Le mouvement mène à s'accorder. S'accorder, c'est se mettre en accord avec le monde, se mettre en accord avec l'ordre du monde, avec tous les cycles qui régissent l'entre-ciel-terre. C'est le patient qui retrouve son chemin, qui retrouve un état où il n'est plus empêché de suivre les cycles qui l'animent. Mais se mettre en accord, c'est également ne pas intervenir pour rien. C'est répondre à l'image de l'écho, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il insiste à propos de la quiétude. Il dit non seulement elle mène au mouvement, mais elle mène également donc au non-intervenir. Et ce non-intervenir va nous permettre de remplir la fonction et de tenir la charge, c'est-à-dire d'être face à nous-mêmes en ordre dans l'entre-ciel-terre. Lao Tzu dit « Les êtres prospèrent à l'envi, mais chacun retourne revenant à sa racine. Revenir à sa racine, c'est la quiétude, c'est accomplir son destin. » Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé du chêne qui était la racine de notre vie. Et tout se fait de soi-même par le non-agir. Revenir à sa racine, c'est revenir au un, c'est s'ancrer dans le chêne. Alors c'est l'état de quiétude et cela permet d'accomplir donc son destin. Sur le plan de la thérapeutique, Chuang-Tzu n'oublie pas les aléas de la vie, comme par exemple les maladies. Et il nous dit, au chapitre 26, « Quiétude et silence servent à guérir la maladie. » La quiétude est un élément indispensable de la thérapeutique, ainsi que le silence. Alors que la tranquillité, elle, ne sert qu'à arrêter l'agitation. La tranquillité n'est pas du même niveau que la quiétude et le silence. Et puis il nous précise, qui désire la quiétude doit égaliser son chi. Qui désire le chêne doit se conformer au cœur. Or, ce qui gouverne le chi en nous, c'est le poumon. C'est-à-dire que, en équilibrant notre chi, au moins par notre respiration, pour commencer, en utilisant donc le poumon, on va acquérir la quiétude. Et on aura donc un chi qui ne va pas déborder, qui va être en lien avec un cœur vide, qui laisse s'exprimer le chêne. Et donc il suffit de commencer par apaiser sa respiration et peu à peu rentrer en état de quiétude. Et puis, au chapitre 13 toujours, il précise, il nous dit « Celui qui connaît la joie du ciel, son mouvement, tong, est celui du ciel. Sa quiétude, ting, est celle de la terre. Ses rônes ne sont pas fatigués. Ses paroles viennent du vide et de la quiétude. » La quiétude n'est donc pas seulement description de l'état intérieur du thérapeute ou du patient. Elle est aussi la condition préalable et indispensable à la remise en ordre, c'est-à-dire au changement. Elle est la condition et l'outil du changement. Elle est le préalable du mouvement. Le thérapeute va suivre ce qui est en mouvement chez le patient. Il doit s'adapter à la vitalité du patient. Il ne doit pas initier de mouvement du chi chez le patient qui irait à contre-courant de ce que le patient présente. Il va produire à ce moment-là des débordements ou des assèchements qui vont être préjudiciables au patient. Et il y a de nombreux passages dans le Sowen qui traitent de ce type d'erreur de traitement. Sa réponse doit être le reflet de ce que le patient présente, comme un écho, nous a dit Chuang-Tzu. Nulle interprétation ou déformation
due à une réflexion personnelle basée sur la connaissance quantitative, ne peut être utilisé. Le point d'acupuncture que l'on va utiliser pour piquer doit être le reflet de tout ce que le patient vit à ce moment-là. Ce point doit être la résonance de tous ces troubles. L'aiguille insérée en ce point va donner au corps, va donner aux chaînes du patient le signal du changement selon ces modalités-là. Les modalités qui répondent aux symptômes et à la désinsertion provisoire du patient du courant général. L'aiguille insérée dans le point va renvoyer au patient un écho de ce qu'il vit et par là va le réordonner, le réintroduire dans l'ensemble des changements et transformations. Le thérapeute va parler à partir de sa quiétude et les mots qu'il va dire, utiliser, seront ornements du silence qui est à l'œuvre dans le patient après l'implantation de l'aiguille. La source du traitement est dans le silence et dans la quiétude. Son aboutissement est dans le mouvement pour insérer l'aiguille, le mouvement du chi dans le patient et dans la parole. Nous sommes là au-delà de la simple connaissance. Nous sommes dans le mystère insondable de la vie et dans le jeu subtil du chêne que les mots ne peuvent pas décrire, puisque le chêne se réfère au un et que les mots arrivent avec le deux. L'aiguille d'acupuncture, une fois insérée dans le point, va représenter l'amorce infinitésimale du changement, l'indice pour que cela se mette en mouvement, et ça va atteindre le subtil du patient pour corriger ce qui doit l'être. C'est là ce que chaque thérapeute tente de faire avec ses patients sans toujours le savoir, c'est-à-dire leur redonner la capacité de se couler dans la vie, dans leur vie avec aisance, et aborder le changement dans la quiétude par d'infimes amorces. C'est ce que l'aiguille d'acupuncture accomplit. Je vous remercie pour votre attention.